Second Couteau, c'est le podcast qui met dans la lumière les gens de l'ombre. Qu'ils soient seconds, adjoints, assistants ou en coulisses, nous vous faisons découvrir leurs expériences et leurs aspirations. Cette semaine, nous recevons Colombe Loriot-Prévost. Colombe est costumière pour le théâtre et le cinéma. Ses costumes ont été portés par Marion Cotillard ou Thomas Dutronc et sur les scènes du théâtre du Rond-Point, du Vieux Colombier ou du théâtre Tristan Bernard. Colombe nous a reçus dans son appartement parisien une fin d'après-midi de mars pour nous parler de sa vocation, de son métier singulier et de sa place dans le monde du spectacle. En 1999, j'étais adolescente et je rêvais de devenir comédienne. Donc je prenais des cours de théâtre, dans différents cours de théâtre pour jeunes, et notamment dans un cours de théâtre qui est assez connu, qui s'appelle les cours Florent. Donc j'étais au cours préparatoire de l'école Florent. J'y allais plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine. Enfin, c'était assez long quand même, c'était assez prenant. Et une directrice de casting pour jeunes m'avait prise dans son agence de casting et me faisait passer des castings pour des publicités, des séries télé. J'ai pas le souvenir d'avoir passé des castings pour des films de cinéma, mais c'était quand même professionnel. Et j'étais adolescente, j'étais pas forcément très bien dans mes basques, comme on peut être à l'adolescence, et les castings m'ont fait très très peur. Je me suis dit que c'était un rapport au corps très violent, qu'on me regardait comme un peu une personne que on me jugeait pour mon apparence, pour ce que je dégageais, et que si c'était toute ma vie comme ça, j'avais pas les épaules pour faire ce métier-là. Et à ce moment-là, j'aimais beaucoup dessiner, donc j'ai été voir des lycées d'art appliqué, et je me suis complètement dit, comédienne, c'est fini, je vais faire de l'art appliqué, je vais être styliste. D'accord. Et comment t'es passée de styliste ensuite à costumière. À Le stylisme, en fait, le stylisme, c'était ce qui me plaisait, c'était ce que racontaient les vêtements. Et quand j'ai fait une école de stylisme, donc après le lycée, j'ai été assez déçue par les gens que j'ai rencontrés. J'ai trouvé un peu superficielle. J'ai rencontré personne de spécialement sympathique. Et comme je trouvais ça très important de rencontrer des gens sympathiques, j'avais pas envie de faire des sacs pour Sonia Rykiel ou des vêtements pour bébé je voulais être tout de suite Yves Saint Laurent ou rien du tout. Et donc je trouvais que j'avais pas bien appris à coudre dans cette école de stylisme. Donc j'avais envie d'apprendre à coudre. Et donc j'ai trouvé une formation de costumier réalisateur, ça s'appelait un diplôme des métiers d'art. Il y en a dans plein de domaines. Vous pouvez faire un diplôme des métiers d'art de forgeron, de tailleur de pierre, de tisserand, enfin voilà. Donc j'ai trouvé un diplôme des métiers d'art de costumier. J'ai appris à faire des corsets, des crinolines, j'ai appris le métier de tailleur, qui est différent du métier de couturière. Historiquement, c'était des métiers qui étaient pas du tout, qui se mélangeaient pas du tout. C'est quoi la différence entre un tailleur et une couturière ? Alors, déjà, il y en a un qui est masculin, l'autre qui est féminin. Le tailleur, c'est les vêtements d'hommes. Donc, c'est des métiers qui étaient occupés par des hommes, qui se transmettaient de façon extrêmement secrète. Et les couturières, c'était ce qu'on appelle la couture floue. En gros, c'est le vêtement pour femmes. Et donc ça, c'était des métiers qui étaient beaucoup plus faits par les femmes. Mais quand je suis rentrée dans cette école, dans cette formation de costumière, j'ai réappris à tenir une aiguille. Et en tailleur, on tient pas l'aiguille de la même manière qu'en couture floue. C'est pas les mêmes points, c'est pas le même dé à coudre, c'est pas les mêmes tissus,
très différents en fait. Alors qu'au final, on voit un vêtement, mais c'est des vêtements. On fait pas la différence. Mais traditionnellement, les usages sont différents. Et encore dans les maisons qui ont des ateliers, comme la Comédie Française ou l'Opéra de Paris, qui sont les maisons en France, des grandes maisons de qualité qui ont des et dans les maisons de haute couture évidemment, il y a un atelier de couture floue et un atelier de tailleur. C'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Mélange pas les torchons et les serviettes. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré c'est 2 ans. Voilà. D'accord. Et à l'issue de ça, tu savais que tu voulais devenir costumière, travailler dans le spectacle ? Je savais que je voulais travailler dans le costume, dans le spectacle, dans le cinéma. J'allais beaucoup au cinéma et au théâtre quand même avant, donc c'était quand même pas du tout un univers qui m'était étranger. Et j'ai fait des stages, quand on fait des formations comme ça, et tous les stages que j'ai faits m'ont conforté dans l'idée que tous les métiers que je rencontrais n'avaient rien à voir avec la formation que je faisais, et donc j'ai décidé de travailler. Voilà. Ok. Et comment t'as su que t'étais douée pour ce métier ? Mais je sais toujours pas si je suis douée pour ce métier. C'est quoi les qualités pour toi pour être un bon costumier, une bonne costumière ? Alors d'abord, costumier, c'est un peu large comme mot, parce que dans le mot costumier, il y a plein de métiers. Moi, mon métier, c'est costumière, créatrice de costumes. Mais quand on dit créateur de costumes, oui, en fait, on dit plus dans le théâtre, on dit plus costumier costumier ou costumière que créateur de costumes. Dans les costumiers, il y a des gens qui font que de la réalisation, que de la couture, que de la fabrication. Il y a des gens qui travaillent pour des grosses productions où ils vont faire, ils vont prévoir les plannings de tous les gens qui travaillent dans une grosse équipe. Ils vont acheter tous les tissus et c'est comme un travail d'intendance. Et puis il y a mon métier qui est un métier de création, de conception et de suivi de réalisation. Donc les qualités qui sont peut-être importantes pour le métier que je fais, c'est de savoir s'adapter à des demandes très variées, savoir s'adapter à des metteurs en scène, à des comédiens, à des lieux, à des maisons, à des théâtres, à des projets très différents. Parce que je travaille aussi pour l'audiovisuel, le cinéma, je travaille pour le théâtre, l'opéra, le cinéma, la comédie musicale, la musique. J'habille des musiciens pour des concerts. Je fais du stylisme pour des magazines. Je fais des costumes pour un parc d'attractions. Donc c'est vraiment varié. Donc c'est d'abord l'adaptabilité. Et concrètement, ton travail, ça consiste en quoi ? C'est d'abord dessiner, c'est coudre, c'est plutôt acheter des vêtements ? C'est tout ça. C'est d'abord écouter, puis dessiner quand c'est nécessaire. Quand la plupart du temps, moi je préfère passer par une phase de maquette, donc de dessin, pour avoir une cohérence sur l'ensemble des costumes sur un projet. Mais quelquefois ça s'y prête pas. Quelquefois les projets sont... Les metteurs en scène me disent on va chercher sur le plateau, donc on va chercher avec les comédiens. Alors là les maquettes sont un peu enfermantes, les dessins vont proposer quelque chose et ne pas laisser assez la proposition des improvisations, des propositions de jeu. Donc voilà. Mais voilà, donc il y a le dessin et puis après il y a une grande phase de fabrication. Alors soit je la fais, mais maintenant je la fais assez peu parce que la fabrication ça demande un temps d'atelier, un temps de main, ça demande
un temps dans un même lieu, alors que moi j'ai besoin de pouvoir m'éparpiller, d'aller acheter des tissus, d'aller acheter des vêtements, d'aller de bidouiller des choses, de trouver des matières, d'assister aux répétitions pour voir si les propositions qui ont été faites au départ tiennent toujours dans les propositions, enfin dans les recherches des comédiens, d'assister aux essayages quand les costumes sont fabriqués dans des ateliers à droite ou à gauche. Voilà. Donc et donc en fait, tu as des ateliers spécialisés que toi tu supervises. Voilà. D'accord. Ok. Donc je mets en relation des gens, des artisans et une équipe artistique. Ok. Et alors tu achètes aussi des vêtements, tu fais un peu la styliste parfois sur des projets ? Alors ça c'est le stylisme et la création de costumes. Ça passe par le vêtement. Quelquefois, aujourd'hui, il y a beaucoup de, enfin, au cinéma ou à la scène ou au théâtre ou à l'opéra, il y a beaucoup de costumes contemporains. Néanmoins, quand c'est du stylisme et quand c'est du costume, le but n'est pas le même. Même si l'outil est le même, on utilise un t-shirt dans les deux cas. Pour le costume, le t-shirt va raconter va raconter un personnage, va aider à définir un personnage. Alors que dans le stylisme, le t-shirt, c'est le t-shirt. On regarde le t-shirt, on regarde. Évidemment, il est porté par un mannequin qui a des caractéristiques propres, mais c'est l'objet qui est une fin en soi. Alors que dans le costume, l'objet est un médium. Donc oui, je fais de l'achat, mais je fais une grande différence entre l'achat pour du stylisme et l'achat pour l'achat pour du stylisme. Le stylisme, l'objet de vêtements pour du stylisme et et le costume, enfin la création de costumes qui passe par du vêtement contemporain, qui passe par de l'achat. Je sais pas si c'est clair. Et tu parlais un petit peu des étapes durant lesquelles tu travailles avec les metteurs en scène. Donc toi, tu interviens au tout début de la création, avant les répétitions. À quel moment, en fait, tu es présente dans la création ? Je suis présente dès que le metteur en scène a une production, donc un théâtre qui produit son spectacle, a monté une partie de sa production. Il a trouvé une partie des comédiens ou tous les comédiens. Et évidemment, il a un texte, il a un projet de mise en scène. Et voilà, à ce moment-là, il m'appelle. Et soit il a une idée très précise de l'esthétique qu'il veut pour son projet, soit il n'a pas du tout une idée précise, il a une idée, peut-être il a une idée très, très abstraite, très littéraire, et il me demande de l'aider à élaborer une esthétique. Quelquefois il a déjà une esthétique, quelquefois il n'en a pas. Dans tous les cas, moi, à mon endroit, je dois lui proposer soit comprendre et rentrer dans sa logique esthétique, dans sa logique dramaturgique, et l'accompagner là où ça me touche, c'est-à-dire là où les vêtements racontent des personnages, ont une sémantique, ont une dimension sensuelle, c'est-à-dire que tel ou tel tissu va telle ou telle couleur, tel ou tel tissu va apporter une couleur à un personnage, va apporter une couleur émotionnelle ou une couleur symbolique, et c'est là que je peux prolonger sa réflexion, élargir et enrichir son projet dramaturgique. Donc ça, c'est la première étape de réflexion. Donc ça passe par des discussions, des références de films, des références de tableaux, des références de photos, des références de plein de choses, en fait, de tout notre petit carrousel culturel
qu'on a chacun. Et voilà, donc c'est cette partie de recherche d'images, en fait, ça passe. Voilà. Et puis après, si on peut, ça passe par des maquettes. Donc des dessins, des crayonnés. Moi, je mets de l'aquarelle et voilà. Donc, c'est des petites silhouettes. Je peux en faire quelques-unes et tout de suite ça correspond exactement à ce que le metteur en scène attend, ou je peux en faire des centaines si on trouve pas, si on tâtonne. Voilà, ça peut être très long, la recherche de maquettes. Et puis après, évidemment, on passe par une partie concrète de budgétaire, parce que tout ça s'inscrit dans une économie qui... Donc soit je propose un budget, mais généralement on propose une enveloppe et on me dit voilà, ces costumes doivent tenir dans telle enveloppe, et à moi de me débrouiller pour que ce soit au mieux, au plus beau, au plus solide, au plus viable techniquement et esthétiquement. Voilà. Okay. Et quand tu proposes cette esthétique, tu travailles aussi peut-être avec les décorateurs ou avec... Bien sûr, tout ça. Et alors là, je parle que de mon interaction avec le metteur en scène, mais il y a une équipe artistique, c'est très important. On se réunit, quelquefois, au meilleur des cas, on se réunit avec donc le metteur en scène, le scénographe. Le scénographe intervient avant le costumier, parce que généralement c'est l'espace avant les comédiens. On part du plus large pour aller. Voilà. Donc le scénographe qui a d'abord imprimé une esthétique déjà un espace, l'éclairagiste. Les costumes sont éclairés et il faut et tout ça donne du sens. Et la personne qui fait le son, quelquefois, intervient à ce moment-là aussi. Voilà. Et donc, l'univers du spectacle s'élabore avec cette petite équipe-là. Et une fois que tu as produit tes costumes, tu assistes aux répétitions, il peut t'arriver de donner des suggestions aux metteurs en scène? Oui, ça dépend des metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui sont très demandeurs d'impression, pas de conseils, mais de sensations, d'impression d'une répétition. Voilà, parce que évidemment, je suis pas là pendant toutes les répétitions. Enfin, évidemment, non, ça pourrait être le cas, mais quand les répétitions commencent, moi, je suis en train d'élaborer les costumes et je profite du temps où les comédiens sont mobilisés en répétition pour leur faire des essayages un peu en dehors des répétitions, les faire venir à droite et à gauche, pour que tout ça soit dans un temps unique. Et est-ce que tu vois une différence dans le jeu des comédiens entre le moment où ils enfilent tes costumes et le moment où ils jouaient sans tes costumes? Oui, dans les costumes réussis, c'est pas des costumes qui se voient, c'est des costumes dans lesquels les comédiens ont la sensation d'être le personnage. Voilà. Et ça, c'est la meilleure récompense pour moi. C'est quand un comédien me dit ça y est, je sens que ça, c'est le personnage. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément que le spectacle est réussi, mais en tout cas, c'est là où j'ai été juste. D'accord. Voilà. Et une fois que le spectacle a commencé, tu continues à intervenir, tu viens, je sais pas, faire des retouches. Normalement, il n'y a pas besoin. Enfin, il peut y avoir besoin de retouches, mais après, c'est un autre métier qui intervient. La personne qui s'occupe des costumes tout au long d'une exploitation, d'un spectacle, c'est l'habilleuse ou l'habilleur. Et voilà, c'est quelqu'un qui est là, si nécessaire, pendant le spectacle pour aider les comédiens à changer de costume, les changements rapides, ou pas rapides, mais en tout cas aider les comédiens sur le plateau, et qui entretient les costumes, qui les répare, qui les nettoie. Parce qu'un costume, il n'a pas du tout la même usure qu'un vêtement qu'on porte tous les jours. Il va s'user toujours aux mêmes endroits, on va le porter tous les jours, il va y avoir
de la transpiration extrêmement corrosive parce que les comédiens ont très peur. Et enfin voilà, c'est c'est la vie concrète d'un costume et très usante. C'est une question un peu bateau, mais est-ce que tu as des spécialités ? Est-ce que tu as des costumes que tu aimes mieux faire que d'autres ? Les gens souvent croient que le costume d'époque, c'est plus de la création que le costume contemporain. Et moi, je trouve pas. Évidemment, c'est plus glorifiant parce que faire une robe 18e, c'est beau, c'est toujours beau. C'est un costume d'époque, c'est toujours assez spectaculaire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le vêtement, dans le costume et par le costume, c'est la sémantique du vêtement. Donc, je trouve que le costume contemporain, on en connaît tous. On sait que un jean serré ou un jean large ou un 501, ça dit des choses hyper différentes. Alors que une robe en brocart jaune ou une robe en taffetas vert, on ne sait pas si l'une était extrêmement vulgaire et l'autre était extrêmement distinguée. Nous, on voit juste une très belle robe dans les deux cas. Et on n'a pas les petits codes, les codes qui indiquent la classe sociale, qui indiquent l'appartenance géographique. Voilà, ça on les a pas pour les époques antérieures, sauf les historiens peut-être, mais on a trop peu il y a trop peu de vêtements très anciens qui nous restent aujourd'hui pour avoir une lecture très fine de la sémantique des vêtements anciens. Et tu as des exemples comme ça de personnages avec des costumes contemporains que tu as vraiment réussi à marquer en fait avec un vêtement, juste un détail très simple ou... Oui, mais oui, tous les costumes contemporains, c'est des détails qui font Mais par exemple, un spectacle assez récent, c'était la contrainte, c'était que les comédiens jouaient plusieurs rôles et changeaient instantanément de personnage. Donc je jouais plusieurs personnages et ils changeaient en une seconde. Ils pouvaient pas sortir de scène, ils pouvaient pas même enlever une veste. Enfin, ils pouvaient pas vraiment faire beaucoup de choses pour qu'on puisse voir le changement de personnage. Et donc j'ai mis des perruques oranges à tous les personnages secondaires. Et donc c'était très pompier, mais ça marchait. Il faut faire le spectacle, sinon ça marche. Sinon c'est peut-être pas très parlant. On se posait aussi des questions sur le métier de costumier. Est-ce que c'est un métier qui évolue ? Est-ce que tu travailles avec l'informatique ? Est-ce que tu fais tes dessins à la main ? Comment ça se passe ? Oui, c'est un métier qui évolue, mais quand même ça reste un métier très artisanal. Et c'est ça qui me plaît, c'est que j'ai réussi à ne pas être trop tributaire d'un monde qui va très vite, d'une industrie du textile qui a des lois économiques qui peuvent être assez violentes. Le fait de faire fabriquer les vêtements dans des pays lointains avec des du travail, on sait tout ça, du travail un peu sauvage. Dans mon métier, je fais à chaque fois, c'est un costume. J'ai pas de volume très important, donc j'utilise les outils informatiques pour communiquer, mais je fais mes maquettes à la main. Je fais appel à des artisans qui fabriquent, quand il y a la fabrication, qui fabriquent chaque costume sur mesure. Donc c'est
ça reste une niche dans le monde actuel. Et toi, tu te vois rester costumière toute ta vie? Est-ce que tu dis que parfois que tu pourrais avoir un autre métier dans le monde du spectacle? Alors c'est une question que je me pose, enfin que je tourne depuis longtemps, parce que je vois quand j'ai commencé, les costumières qui m'ont engagée étaient des grandes costumières qui avaient 50, 60 ans et qui disaient je sais pas comment tu vas travailler, mais nous, enfin, on a eu des conditions de travail très bonnes et on voit tous les artisans fermer boutique les uns après les autres, disparaître. Il y avait des bottiers, il y avait des gantiers, il y avait des gens qui faisaient des tricoteurs, des gens qui faisaient enfin voilà, beaucoup d'artisans encore au XXe siècle, et là il y en a presque plus pour faire des costumes d'époque. C'est assez compliqué en fait, et je vois encore, enfin donc ça fait à peu près peut-être 15 ans que je travaille, peut-être un peu moins, et je vois bien le monde changer. Je suis pas hors du monde. Mais j'aime le métier que je fais, même s'il évolue, même s'il est difficile, même si les budgets qui sont alloués au spectacle et au monde de la culture sont beaucoup moins importants que ceux qui ont pu exister. Il y a eu un âge d'or, mais enfin c'était quand même pas très longtemps. C'est déjà merveilleux de pouvoir faire des spectacles, de pouvoir participer à des petites utopies que sont les films ou les spectacles, et je fais au mieux avec ce qu'on me donne. Voilà, je sais pas si je le ferai encore longtemps. J'ai pas peur de plus pouvoir le faire si je le fais plus un jour. Comme je vous disais, la qualité première qui est nécessaire pour faire ce métier, c'est de pouvoir s'adapter, donc je m'adapterai à autre chose. Voilà. Je veux pas, c'est sûr que je ne veux pas devenir une costumière triste, en colère, aigrie parce qu'elle a connu mieux et qu'elle a plus de bonnes conditions de travail et que son métier n'est pas reconnu. Et voilà, j'ai décidé de ne pas devenir ça. Mais comme j'ai quand même envie de continuer à faire ce métier, je me redis chaque jour que si ça me convient pas, je changerai. Voilà. Et pour l'instant, ça me convient. D'accord. Et tu as des idées de ce que tu pourrais faire si tu n'étais plus costumière? Aucune. Retravailler dans la mode, pour toi, c'est pas une option? Je connais pas le monde de la mode en fait. C'est une autre temporalité, c'est d'autres contraintes économiques, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres clients, donc il faudrait que j'apprenne vraiment un métier, même si le vêtement est familier pour moi, ce serait l'apprentissage d'un nouveau métier. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est un métier si féminin, costumière? Je pense que c'est un métier qui n'existe pas depuis très longtemps. Avant, c'était déjà le métier de metteur en scène existe depuis 100 ans à peine. Enfin, avant c'était les comédiens et les comédiennes qui montaient les spectacles et qui choisissaient et qui s'habillaient, et il y avait personne. Enfin, la personne qui faisait les décors, c'était je sais pas, c'était quelqu'un qui travaillait dans le théâtre, et puis la personne qui faisait les lumières aussi, et puis les costumes, non, chacun faisait avec les moyens économiques qu'il avait et les goûts qu'il avait. Donc c'était très disparate. Enfin, évidemment, il y a eu toujours des exceptions dans l'histoire, mais bon, principalement c'était ça. Le métier de costumier s'est professionnalisé beaucoup dans les années 30, 40. Et pourquoi c'était un métier féminin? Parce que le vêtement, c'était féminin, c'est tout ce qui touchait aux vêtements, c'était féminin. Il a été souvent après les costumes étaient quelquefois créés par les scénographes. Les scénographes, c'était plus masculin, peut-être parce que l'espace,
Oui, je sais pas pourquoi. Après, oui, c'était parce que ça touchait au corps, et tout ce qui touchait au corps, c'était plutôt féminin. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton job? Alors quelquefois, ça demande beaucoup d'énergie de s'adapter, d'écouter, de rester disponible pour des gens des comédiens en particulier qui n'ont pas confiance dans le travail que je propose et on pourrait dire qui respectent pas vraiment, mais je pense pas que ce soit une question de respect. C'est des gens qui sont trop obnubilés par leur petite peur, leur zone de confort et qui n'accueillent pas les propositions qui pourraient pourtant les aider. Voilà. Donc ça, c'est difficile d'être tributaire de comédiens voilà, qui sont dans la confrontation, qui sont pas dans la collaboration. Et aussi, quand les budgets sont trop difficiles à respecter, je dois faire beaucoup d'achats et il y a quelquefois des moments où l'équilibre entre la partie créative et la partie d'achat dans des boutiques pas très amusantes me convient pas. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti, donc je l'oublie un peu quand je le ressens pas pendant longtemps. Et comment tu vis le fait que les costumes sont parfois considérés comme étant accessoires pour un projet? Est-ce que pour toi c'est frustrant, le fait de pas avoir son nom au générique par exemple, ou ce genre de choses? Allez, il y a toujours le nom des costumiers au générique. Après, il est pas forcément, il est quelquefois un peu loin dans le générique, où il est pas sur une colonne Maurice, mais bon, j'essaye de pas m'en agacer, de pas trop m'en énerver. Les gens avec qui je travaille, pour la plupart, considèrent mon métier comme une part importante du spectacle. Je pense que j'ai de la chance et je pense que je vais à nouveau retomber sur des gens qui considèrent le costume comme quelque chose de secondaire et qui considèrent pas nécessaire de mettre mon nom sur une affiche ou sur le haut du générique, mais ça m'arrive assez peu en fait. Et vis-à-vis du public? Et le public, en fait, pour moi, un costume réussi, c'est pas forcément un costume qui se voit. Donc, j'ai pas de problème avec le fait d'être dans l'ombre. Je fais pas ce métier pour la reconnaissance du public. Je fais ce métier pour l'aventure artistique et l'aventure humaine qu'il me fait vivre. Et si les gens voient le costume, en fait, quelquefois, ça m'embarrasse. Je me rends compte de ça. Ça me fait pas tellement plaisir, les gens qui me disent les costumes sont très beaux. Parce que je me dis, si tu me dis ça pour me faire plaisir, c'est très gentil. Mais si tu les as regardés, c'est que c'est pas trop réussi. Parce qu'un costume réussi, c'est un costume qui ne se voit pas. Mais si on me dit les comédiens sont formidables, ça, c'est un compliment pour les costumes. Voilà. Est-ce que tu te considères comme un second couteau? Oui, je me considère. Oui, c'est mon métier, c'est un métier de l'ombre. Alors, j'ai jamais utilisé cette expression, mais je la trouve assez marrante. Mais en fait, non, je me considère pas comme un second couteau. Non. D'accord. Pas de frustration alors? Non. De passer de l'autre côté ou d'être plus visible? Non, j'aurais une frustration. J'ai eu des frustrations quand j'ai commencé à travailler, que j'étais dans les ateliers couturières ou habilleuse sur des plateaux de cinéma, et ça, c'était pas du tout un rôle qui me convenait. Je me sentais très mauvaise dans cette situation-là, et j'avais envie d'être à la place des comédiens qui avaient l'air de s'amuser beaucoup. Et
Alors que maintenant, j'ai plus du tout envie d'être à la place des comédiens. Souvent, on considère qu'un second couteau, c'est le second d'un homme ou d'une femme à la tête d'un projet. Dans ton cas, ça serait les metteurs en scène, je pense. Ouais. Tu travailles souvent avec les mêmes, de ce qu'on a vu. Est-ce que tu considères que tu travailles pour eux ou avec eux ? Je travaille pour leur projet. Je travaille pour eux. Mais oui, je travaille pour eux. Je travaille au service de leur projet. Mais étant donné que c'est pas leur argent, pour être un peu trivial, c'est pas, enfin, c'est eux qui ont le dernier mot artistiquement, mais il n'y a pas un rapport de force comme un employé avec son patron. Et ça, c'est assez agréable. Et comment vous vous influencez réciproquement ? Est-ce que eux t'apportent ? Est-ce que toi tu leur apportes ? Comment ça se passe ? Ça, il faudrait leur demander. Moi, ils m'apportent... Oui, ils m'apportent... et chaque projet qu'ils me proposent, sur lesquels ils m'embarquent, m'apporte et m'enrichit d'une expérience nouvelle, de problématiques techniques et humaines différentes. Mais... voilà, donc chaque projet m'a transformée. Il y a des projets qui m'ont plus transformée que d'autres quand je suis beaucoup plus sortie de ma zone de confort. Des projets à l'étranger, des projets tout à coup qui me demandaient, qui requéraient des compétences que j'avais pas et que j'ai dû acquérir pendant que je le faisais. Ça, c'est marquant, mais en fait, je pense que chaque projet apporte une part de nouveauté dans ma palette. Est-ce que quand un spectacle est réussi, t'as l'impression que c'est ton succès aussi ? Ouais. Ouais. Oui, et en même temps, quand un spectacle n'est pas réussi, en fait, il y a toujours un moment, et c'est là où je suis très contente d'être à la place que je suis et pas une autre dans un spectacle. C'est quand, en fait, un spectacle, c'est ce qui est terrifiant et génial, c'est que on sait jamais si ça va marcher, si ça va être réussi, même avant que ça marche, si on va réussir à dire, à exprimer, à faire exprimer au texte par les comédiens et par tous les éléments qui les aident, c'est-à-dire la scénographie, les costumes, la lumière, le son. On ne sait pas si ça va être, si juste ça va prendre. C'est une alchimie tout à fait un peu. C'est une alchimie. Donc quelquefois l'alchimie c'est comme une mayonnaise. Enfin, c'est quelque chose, quelquefois ça prend, quelquefois ça prend pas. Et pendant les répétitions, c'est ce magma là, il est en fusion et il est un peu incontrôlable et on sait pas si ça va prendre. Et pendant toute cette période là, moi à la fois je suis très très empathique, empathique empathique avec le metteur en scène, avec les comédiens qui sont en première ligne, qui essayent de trouver des choses, et en même temps je me sens en retrait, et c'est très étrange. Je vois l'attitude que j'ai quand le public arrive, donc ça arrive généralement le soir de la première. Je suis très touchée des réactions des gens, et en même temps, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie de voir ça. Je fais un effort, c'est toujours très désagréable. Parce que ça y est, ça devient... Ça me quitte, enfin, je quitte le navire un peu. Je sais pas, j'arriverai pas vraiment à l'expliquer. Tout à coup, les comédiens, j'étais le public, j'étais en empathie. Et après, ça appartient aux spectateurs.
Ça appartient, c'est une relation entre les comédiens et les spectateurs. Mais moi, tout ce que je pouvais y faire, je l'ai fait. Et je suis étrangère à ce qui va se passer après. Et tu lis, t'écoutes les critiques des spectacles ou pas spécialement? Je fais un petit effort de temps en temps pour quand un metteur en scène les envoie. Mais sinon, non, je regarde pas trop. Enfin, oui, quand elles sont bonnes, je me réjouis pour... Évidemment, je suis pas indifférente au succès d'un spectacle sur lequel j'ai fait les costumes, mais le principal est passé, pour moi. C'est pas très avouable. Et c'est assez paradoxal parce que tu disais qu'une des raisons pour lesquelles tu t'es détachée du métier de comédienne, c'était que dans les castings, tu n'aimais pas le rapport qu'il y avait au corps et finalement, tu as opté pour le métier qui est au plus proche du corps du comédien en faisant les costumes. C'est pas mon corps. C'est le corps des... Oui, je suis très touchée par ce que les corps expriment et ce que les vêtements et ce que les corps expriment aidés au travers des vêtements qu'ils portent. Et je vais essayer de ressentir ce que les corps expriment d'abord en tant que tel, et puis après de les accompagner, pas de dire exactement la même chose que ce qu'ils disent. Par exemple, un corps très nerveux qui doit jouer un général, par exemple, un général très autoritaire. Je vais pas forcément aller dans le sens de la rigidité et à moins que le metteur en scène veuille extrêmement caractériser cet aspect-là du personnage. Mais si le corps et la voix et l'attitude de l'interprète est déjà très caractérisé, très très fort dans cette impression, voilà, dans cette caractéristique-là, je vais essayer par le costume d'apporter un autre aspect de sa personnalité, un autre aspect de son histoire. Voilà. Je sais pas si c'est une réponse, mais du coup, tant que c'est pas mon corps, ça va. Et tu te reverrais comédienne un jour? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Et depuis que t'as arrêté la comédie, t'en as plus jamais refait? Non, plus jamais. Je suis entourée de comédiens et de metteurs en scène dans ma vie et dans mon travail, mais ça me donne pas pour autant envie de redevenir comédienne. Et tu crois que t'aimes plus le spectacle ou le costume? Le spectacle, évidemment. C'est un beau mot de la fin. Un grand merci à Colombe Loriot-Prévost de nous avoir fait confiance pour ce premier épisode de Second Couteau. Second Couteau est un podcast produit et présenté par Marie Geneste et Mathieu Lecomte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Merci et à bientôt.